75% de ce que nous percevons comme saveur est en réalité l'arôme. C'est une donnée frappante que beaucoup ignorent, révélant la science complexe derrière nos préférences alimentaires. Par exemple, une personne qui déteste la coriandre pourrait posséder une variation génétique spécifique. Cette variation dans le gène récepteur olfactif OR6A2 est responsable de la perception du goût de la coriandre comme savonneux ou terreux. Cette aversion est un phénomène réel, pas un simple caprice, qui affecte entre 4 et 21% de la population mondiale. Et le goût est bien plus que la langue, c'est un orchestre complexe de sens. Notre bouche abrite environ entre 2000 et 10 000 papilles gustatives. Chacune de ces structures contient entre 50 et 100 cellules réceptrices du goût. Ces cellules ont une durée de vie courte, se renouvelant tous les 10 à 14 jours. Ce cycle constant assure la fraîcheur de notre capacité à percevoir les saveurs. Les papilles gustatives se trouvent dans les petites protubérances de la langue appelées papilles. Il existe 4 types principaux de papilles sur la langue, les filiformes, les fongiformes, les foliés et les caliciformes. Les papilles filiformes sont les plus nombreuses et couvrent les 2 tiers antérieurs de la langue, mais ne contiennent pas de bourgeons gustatifs. Leur fonction principale est mécanique, aidant à manipuler les aliments dans la bouche. Les papilles fongiformes en forme de champignons sont principalement distribuées à la pointe et sur les côtés de la langue et contiennent des bourgeons gustatifs. Elles sont responsables de la perception des saveurs de base comme le sucré et le salé. Les papilles foliées, qui ressemblent à des feuilles, se trouvent dans les plis des côtés postérieurs de la langue. Ces structures contiennent également des bourgeons gustatifs et sont plus proéminentes chez les enfants. Enfin, les papilles caliciformes, les plus grandes, sont situées à l'arrière de la langue, formant un V. Bien qu'elles soient les moins nombreuses, elles abritent le plus grand nombre de bourgeons gustatifs. À l'intérieur de chaque bourgeon gustatif, les cellules réceptrices détectent les molécules des aliments dissous dans la salive. Ces cellules sont spécialisées dans la détection des 5 saveurs de base universellement reconnues. Le sucré, qui indique la présence de sucre et par conséquent d'énergie. Le salé, essentiel à l'équilibre des électrolytes dans notre corps. L'acide, qui peut signaler des fruits non mûrs ou des aliments fermentés. L'amer, un signal crucial de possibles toxines ou poisons. Et l'umami, le goût de délicieux ou savoureux associé aux protéines et aux acides aminés comme le glutamate. L'umami a été identifié comme la 5e saveur de base par le scientifique japonais Kikunae Ikeda au début du XXe siècle. Au-delà de ces 5, la science moderne explore d'autres saveurs de base possibles. L'oléogustus a été proposé pour la graisse, une saveur qui active des récepteurs spécifiques sur la langue. La graisse est fondamentale pour la palatabilité de nombreux aliments, apportant une sensation de satiété et de saveur. Un autre concept émergent est le kokumi, un terme japonais qui décrit la richesse ou la plénitude du goût. Ce n'est pas un goût en soi, mais une qualité qui amplifie les saveurs existantes et améliore la persistance en bouche. Des composés tels que le glutathion ou certains peptides peuvent induire cette sensation. La perception du goût ne s'arrête pas à la langue, le cerveau est le véritable chef d'orchestre. Les signaux des cellules réceptrices du goût voyagent à travers des nerfs spécifiques jusqu'au cerveau. Le nerf facial, le nerf glossopharyngien et le nerf vague sont les principaux responsables de cette transmission. Ces signaux atteignent le cortex gustatif primaire situé dans le lobe de l'insula. De là, l'information est intégrée avec les données d'autres sens pour former une expérience gustative complète. C'est ici que l'olfaction entre en jeu de manière monumentale. Le nez est responsable de l'odorat, bien sûr, mais il existe 2 façons de sentir qui importent pour le goût. La première est l'olfaction orthonasale, qui se produit lorsque nous inhalons l'arôme des aliments avant qu'ils entrent dans la bouche. Cela se produit par exemple lorsque nous sentons une tasse de café fraîchement préparée. La seconde, et peut-être la plus cruciale pour l'expérience du goût, est l'olfaction rétronasale. Cela se produit lorsque les molécules aromatiques des aliments, une fois dans la bouche, remontent par l'arrière de la gorge jusqu'à la cavité nasale. C'est comme si nous sentions l'aliment de l'intérieur de notre tête pendant que nous le mastiquons. Sans l'olfaction rétronasale, notre capacité à savourer est considérablement réduite. C'est pourquoi, lorsque nous sommes enrhumés et que notre nez est congestionné, la nourriture nous semble insipide. C'est un exemple clair de la façon dont la majorité de ce que nous appelons goût est en réalité une interaction complexe de sensations olfactives. Comment la perception du piquant ou de la fraîcheur influe-t-elle alors sur cette danse sensorielle complexe ?
La perception du piquant, de la fraîcheur ou de l'astringence ne sont pas des saveurs au sens traditionnel. Ces sensations sont détectées par le nerf trijumeau, qui est le 5e nerf crânien. Ce nerf est responsable des sensations dans le visage et dans ce cas, dans la cavité buccale. La capsaïcine, le composé chimique qui rend les piments piquants, active les récepteurs de chaleur dans le nerf trijumeau. Notre cerveau interprète cette activation comme une sensation de brûlure ou de chaleur. De même, le menthol, dans la menthe, active les récepteurs du froid, créant une sensation rafraîchissante. L'astringence, comme celle que l'on ressent en buvant du vin rouge ou du thé très fort, est causée par des tanins qui se lient aux protéines de la salive. Cette liaison crée une sensation de sécheresse ou de rugosité dans la bouche, également détectée par le trijumeau. La carbonatation des boissons gazeuses stimule également le nerf trijumeau. Les bulles de dioxyde de carbone dans la bouche sont perçues comme un picotement ou une légère irritation. De plus, la texture des aliments, connue sous le nom de sensation en bouche, est un autre facteur fondamental dans la façon dont nous percevons le goût. La douceur de la glace, l'onctuosité du fromage ou le croustillant d'un biscuit sont essentiels pour le plaisir de la nourriture. Ces sensations tactiles et de pression sont traitées dans le cerveau pour compléter l'expérience du goût. Mais que se passe-t-il lorsque certaines personnes perçoivent le même aliment de manière radicalement différente? Les différences individuelles dans la perception du goût ont une forte base génétique. Un exemple classique est la variation du gène TAS2R38, qui code un récepteur du goût amer. Les personnes ayant 2 copies de l'allèle PAV de ce gène sont extrêmement sensibles à certains composés amers. Ces personnes sont connues sous le nom de supergoûteurs et représentent environ 25% de la population. Ils perçoivent le propylthiouracile et la phénylthiocarbamide, 2 composés chimiques, comme intensément amers. Cela se traduit par une plus grande sensibilité à l'amertume d'aliments courants tels que le brocoli, le chou-fleur, le café et la bière. D'un autre côté, les personnes ayant 2 copies de l'allèle AVI sont considérées comme des non-goûteurs. Ils constituent environ un autre 25% de la population et ont une très faible sensibilité à ces composés. Les 50% restants sont des goûteurs moyens, avec une sensibilité intermédiaire. Cette variabilité génétique explique pourquoi certaines personnes détestent certains légumes amers, tandis que d'autres les apprécient sans problème. La génétique influence également la préférence pour le sucré ou le gras. Des variantes génétiques associées à une préférence accrue pour les aliments sucrés ou à forte teneur en matières grasses ont été identifiées. Ces prédispositions génétiques peuvent avoir un impact significatif sur l'alimentation et la santé à long terme d'une personne. Mais la génétique n'explique pas tout. L'environnement et la culture façonnent également profondément nos préférences. Notre exposition aux aliments commence même avant la naissance. Les saveurs du régime alimentaire de la mère peuvent être transmises au liquide amniotique pendant la grossesse. Cette exposition précoce peut influencer les préférences du bébé après la naissance. De même, le lait maternel transmet également les saveurs du régime alimentaire de la mère au nourrisson. Ce que mange la mère peut rendre le bébé plus susceptible d'accepter ces saveurs plus tard. La répétition est essentielle dans la formation des préférences alimentaires dans la petite enfance. Il a été démontré que les enfants ont besoin d'être exposés à un nouvel aliment entre 8 et 15 fois avant de l'accepter. Cela aide à surmonter la néophobie alimentaire, qui est l'aversion naturelle pour les nouveaux aliments. La méophobie alimentaire est un mécanisme de protection évolutif pour éviter l'ingestion de substances potentiellement toxiques. Cependant, dans un environnement sûr, l'exposition répétée crée familiarité et acceptation. Les normes culturelles et les traditions familiales ont un poids immense dans ce que nous considérons comme appétissant. Dans certaines cultures, les insectes ou les viandes inhabituelles sont des délices, tandis que d'autres, ils sont impensables. Un exemple est le durian, un fruit très populaire en Asie du Sud-Est, connu pour son odeur extrêmement forte. Pour de nombreux Occidentaux, l'odeur est si répugnante qu'elle est décrite comme de l'oignon pourri ou des chaussettes sales. Pour des forestiers, le durian est un délice avec une saveur douce et crémeuse. Un autre cas est l'acceptation des aliments fermentés dans différentes cultures. Le kimchi coréen, la choucroute allemande ou le yaourt sont des exemples de la façon dont la fermentation transforme les aliments.
Ces processus non seulement préservent la nourriture, mais développent également des saveurs complexes et distinctives qui sont très appréciées. La préparation des aliments, les condiments utilisés et le contexte social du repas sont également cruciaux. Manger en famille ou avec des amis peut améliorer la perception du goût et l'expérience générale. La psychologie joue un rôle énorme dans la façon dont nous percevons le goût. Nos émotions et nos souvenirs sont intimement liés à ce que nous mangeons. Pensons aux aliments réconfortants. Des plats faits maison qui nous rappellent l'enfance peuvent évoquer des sentiments de sécurité et de bien-être. Le cerveau associe ces aliments à des expériences positives, améliorant ainsi la palatabilité. Les attentes ont également un pouvoir surprenant sur la perception du goût. Si nous pensons qu'un vin est cher, il est probable que nous le trouvions plus savoureux, même si c'est le même vin qu'un vin bon marché. Une étude a montré comment les gens notaient mieux un vin qu'ils pensaient coûter 80 $ que le même vin étiqueté comme 10 $. La couleur des aliments peut également influencer nos attentes. Un dessert rouge intense, par exemple, nous l'associons inconsciemment à une saveur plus sucrée ou fruitée. Un autre phénomène intéressant est l'aversion conditionnée au goût. Si nous tombons malades après avoir mangé un aliment spécifique, il est probable que nous développions une aversion durable pour cet aliment. C'est un mécanisme de survie puissant, nous protégeant de réingérer quelque chose de nocif. Même un seul événement de maladie peut créer une aversion qui persiste pendant des années. Le marketing et la présentation des aliments sont également de puissants outils psychologiques. Un emballage attrayant, des noms évocateurs et la publicité peuvent nous prédisposer à trouver un aliment plus délicieux. Comment pensez-vous que nos ancêtres utilisaient le goût pour survivre dans des environnements dangereux? L'évolution a façonné nos préférences gustatives de manière très spécifique pour la survie. La saveur sucrée indiquait la présence de sucre, une source d'énergie rapide et sûre. La saveur amère était un signal d'avertissement, indiquant souvent la présence de toxines ou de poisons. Éviter la mer était crucial pour ne pas tomber malade ou mourir. Les animaux, y compris les humains, ont une aversion innée pour de nombreux composés amers. La saveur acide, d'un autre côté, pouvait indiquer la fermentation ou la décomposition des aliments. Cependant, en petite quantité, l'acide pouvait signaler des fruits immatures qui, une fois mûrs, seraient sûrs et nutritifs. La saveur salée était vitale, car le sel est un minéral essentiel aux fonctions corporelles. La recherche de sources de sel a été une constante dans l'histoire de l'humanité et des animaux. Et l'umami, la saveur des protéines, signalait des aliments riches en nutriments essentiels à la croissance et à la réparation des tissus. Le lait maternel est riche en umami, offrant au bébé une saveur nutritive et familière dès le départ. La néophobie alimentaire, cette méfiance envers les nouveaux aliments, est également un trait évolutif. En étant prudents face à l'inconnu, nos ancêtres évitaient de consommer des plantes ou des animaux potentiellement dangereux. Cette tendance est plus prononcée chez les enfants, ce qui est logique, car ils sont plus vulnérables. Les adaptations du goût s'observent également dans les populations vivant dans différents climats. Par exemple, les cultures qui vivent dans les zones tropicales utilisent souvent plus d'épices piquantes dans leur cuisine. Ce n'est pas seulement pour le goût, mais aussi parce que de nombreuses épices ont des propriétés antimicrobiennes. Elles aident à préserver les aliments dans les climats chauds et à tuer les agents pathogènes. Outre le goût, l'odeur et le trigemot, d'autres sens contribuent également à notre expérience alimentaire. La vue est étonnamment importante. La couleur d'un aliment peut nous faire le percevoir comme plus frais, mûr ou sucré. Les chefs le savent et utilisent des couleurs vibrantes dans leurs plats pour les rendre plus appétissants. Le son joue également un rôle. Le craquement d'une chips, le bouillonnement d'une boisson gazeuse ou le grésillement pendant la cuisson, tout cela influence notre perception. Si une frite ne croustille pas, nous l'associons automatiquement à quelque chose de rance ou de vieux, même si le goût est le même. La température de l'aliment est un autre facteur clé. Un café a un goût différent froid que chaud. Une glace n'est rafraîchissante que lorsqu'elle est congelée. La façon dont nous mastiquons et la quantité de salive que nous produisons affectent également le goût. La salive dissout les molécules des aliments, permettant qu'elles entrent en contact avec les récepteurs gustatifs. L'efficacité de la mastication libère davantage de molécules aromatiques et de saveurs. Notre niveau de faim ou de satiété modifie également la perception du goût. Un aliment peut sembler beaucoup plus délicieux lorsque nous avons faim et moins appétissant lorsque nous sommes rassasiés. Avec l'âge, notre capacité à percevoir les saveurs peut changer. Le nombre de papilles gustatives peut diminuer graduellement à partir de 45 ans. De plus, les papilles gustatives restantes peuvent devenir moins sensibles. La sensibilité aux saveurs amères et salées est souvent la première à décliner.
Cette tendance peut amener les personnes âgées à trouver les aliments moins savoureux ou à avoir besoin de plus d'assaisonnement. La perte de l'odeur, connue sous le nom d'anosmie, est également courante chez les personnes âgées et affecte considérablement la perception du goût. L'anosmie peut être causée par des maladies, des blessures à la tête ou même certains médicaments. Lorsque le sens de l'odeur diminue, la nourriture devient insipide, ce qui peut affecter l'appétit et la nutrition. Ces altérations dans la perception du goût peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de vie. Les conditions telles que la dysgueusie, qui est l'altération du goût, ou l'agueusie, la perte totale du goût, sont difficiles. Les patients décrivent souvent un goût métallique persistant ou l'absence totale de goût, ce qui peut entraîner une malnutrition. Comprendre la science derrière pourquoi nous aimons ou détestons certains aliments a de nombreuses applications pratiques. L'industrie alimentaire investit des millions de dollars en recherche pour créer des produits qui satisfont nos préférences. Ils utilisent ces connaissances pour optimiser les profils de saveurs, améliorer les textures et créer des expériences plus agréables. La personnalisation de la nutrition est un autre domaine prometteur. Connaître les prédispositions génétiques et les préférences individuelles pourrait conduire à des régimes plus efficaces et durables. Ceci est particulièrement pertinent pour aborder le problème des mangeurs difficiles chez les enfants. Des stratégies basées sur l'exposition répétée et la présentation attrayante peuvent aider à élargir le répertoire alimentaire infantile. Dans le domaine de la santé, cette connaissance est vitale pour les patients atteints d'altération du goût. On peut développer des aliments aux saveurs et textures améliorées pour stimuler l'appétit des personnes malades ou âgées. Ceci est crucial pour assurer une nutrition adéquate lorsque le goût est altéré. Même pour la durabilité, comprendre le goût peut nous aider à intégrer des aliments plus respectueux de l'environnement dans notre alimentation. Par exemple, rendre les alternatives à la viande ou les produits végétaux plus appétissants pour le grand public. La science du goût est un domaine en constante évolution, avec de nouvelles recherches qui nous aident à percer les mystères de nos préférences. Elle nous invite à réfléchir à la façon dont chaque bouchée est le résultat de millions d'années d'évolution. C'est une interaction complexe de biologie, de culture et de psychologie qui définit qui nous sommes et comment nous apprécions le monde. Explorateurs, quels aliments aimiez-vous ou détestiez-vous avant et appréciez-vous maintenant? Nous voulons connaître vos expériences et entendre vos histoires sur le goût. Abonnez-vous à la chaîne Explorando pour d'autres découvertes fascinantes. Aimez cette vidéo si vous avez trouvé l'information aussi savoureuse que nous. Laissez vos commentaires avec vos réflexions sur la science du goût. Et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent eux aussi explorer le monde avec nous.